Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu. Dans une actualité politique très chargée, on va parler du mouvement des agriculteurs, on va parler de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration et on va parler du verdict historique de la Cour internationale de justice qui est tombée ce vendredi après la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël. On en parle tout de suite, c'est Manu refait l'actu, c'est le numéro 12, c'est parti. Alors depuis plusieurs semaines maintenant, il y a un mouvement social important des agriculteurs qui se mobilisent et qui disent finalement une chose simple, on veut pouvoir vivre de notre travail. Et oui, ils ont raison, les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur travail. Cette année, l'année qui vient de s'écouler, l'année 2023, les prix payés aux agriculteurs ont baissé de 10%. Et les prix payés par les consommateurs, l'inflation sur les produits alimentaires, elle a été de 14%. Et dans le même temps, les industries agroalimentaires, c'est-à-dire une partie de ce qui est entre les deux, ont vu leur marge augmenter de 70%. Et donc, il y a une situation qui est une situation d'injustice totale et qui renforce encore les difficultés d'un monde agricole qui est quand même en crise depuis maintenant plusieurs mois et plusieurs années. Et donc, quand les agriculteurs se mobilisent aujourd'hui pour dire on veut pouvoir vivre des productions que l'on réalise, on en a assez qu'une toute petite minorité profite de cette situation et que ça se fasse au détriment du plus grand nombre. Oui, ils ont raison. Oui, nous les soutenons. Et oui, les Français, quelle que soit leur profession, partagent cette revendication, qui partagent cette demande, qui en ont assez eux aussi de voir leurs efforts confisqués par une toute petite minorité. En 2023, c'est pas encore les Jeux Olympiques, mais la France, elle est déjà champion d'Europe, champion du monde des dividendes versés aux actionnaires. C'est-à-dire que, alors qu'une grande partie de la population tire la langue, il y en a une toute petite poignée qui s'engraisse, qui s'enrichit et qui le fait sur le dos du plus grand nombre. Donc oui, nous soutenons cette revendication des agriculteurs, tout simplement pouvoir vivre de leur travail. Et nous n'avons pas attendu les blocages, les mobilisations de ces derniers jours pour poser ce sujet sur la table. Puisque lors de la niche parlementaire du groupe Insoumis qui avait lieu le 30 novembre dernier, le groupe Insoumis et moi-même en tant que rapporteur avec ma collègue Aurélie Trouvé, nous avons déposé dans notre niche parlementaire. La niche parlementaire, c'est l'occasion que nous avons une fois par an de décider des textes que nous voulons inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Dans cette niche parlementaire, nous avions déposé une proposition de loi pour encadrer les marges des industries agroalimentaires, encadrer les marges de la grande distribution et garantir des prix plancher pour les agriculteurs. Les prix planchers, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, quand vous avez une négociation entre l'industrie agroalimentaire, la grande distribution et les agriculteurs, finalement, c'est les gros qui font la loi. C'est ceux qui sont les plus forts dans le rapport de force. Et ils peuvent imposer aux agriculteurs de leur acheter les productions agricoles à des prix qui ne couvrent même pas les coûts de production et la rémunération des agriculteurs. Et dans ce rapport de force, qui est un rapport de force injuste et inégal, ce que nous disons, c'est que d'abord, il faut faire en sorte que les agriculteurs puissent pouvoir s'appuyer sur la loi pour que les coûts de production et leur rémunération ne puissent pas être pressés à la baisse par les industries agroalimentaires et la grande distribution, et que quand la négociation ne peut pas aboutir, il faut que l'État puisse intervenir à travers le ministère de l'Agriculture pour dire la négociation, elle ne peut pas se faire à un prix inférieur à tel prix, parce que ce prix, c'est le prix minimum nécessaire pour couvrir à la fois les coûts de production et la rémunération des producteurs. Voilà la proposition que nous avions faite, c'était l'article 1 de notre proposition de loi. Le 30 novembre dernier, quand nous avons mené cette discussion à l'Assemblée nationale, quand on discute un texte de loi à l'Assemblée, il faut comprendre que d'abord on va voter sur chacun des articles et à la fin on va voter sur le projet de loi en entier. Quand nous avons voté sur l'article 1, donc sur l'introduction des prix planchers pour les agriculteurs, une majorité de députés ont voté en faveur de cette disposition. Ensuite, nous avons voté pour l'encadrement des marges de l'industrie agroalimentaire, pour dire il ne peut pas y avoir des marges exceptionnelles et extraordinaires comme ça a été le cas cette année. C'est-à-dire que la différence entre ce qu'on achète et ce qu'on revend, cette différence, elle doit être encadrée par la loi. Et cet article-là, il a été voté. Ensuite, on a encadré les marges de la grande distribution. Et cet article-là, il a été voté. Et puis, à la fin de l'examen du texte, on a commencé à voir apparaître, et c'est les députés macronistes qui les ont déposés, un certain nombre d'amendements pour faire perdre du temps. Et puis, pendant qu'ils faisaient perdre du temps à la discussion, ils passaient des coups de téléphone pour ramener des députés macronistes ou des députés les républicains pour qu'ils viennent à la fin de l'examen du texte pour rejeter ce texte. Et à la fin, il nous a manqué 6 voix pour faire voter cette proposition de loi par l'Assemblée nationale. Et ceux qui ont voté contre, c'est les députés macronistes, c'est les députés les républicains. C'est ceux que vous voyez depuis plusieurs jours défiler sur les plateaux de télévision pour dire oui, on comprend le malaise des agriculteurs, on les soutient. Sauf qu'il y a 2 mois, quand ils avaient l'occasion de voter pour une disposition qui allait alléger les difficultés des agriculteurs, ils ont préféré voter contre. Donc la première mesure que nous posons sur
sur la table, c'est cela, c'est introduire ces prix planchers pour faire en sorte que les agriculteurs puissent avoir des revenus qui leur permettent tout simplement de vivre dignement. La deuxième mesure, parce qu'on entend depuis des jours et des jours dire oui, les agriculteurs sont contre les normes sanitaires, contre les normes environnementales, alors que vous défendez, les insoumis, l'idée qu'il doit y avoir des normes sanitaires et des normes environnementales. Oui, bien sûr, nous défendons qu'il faut qu'il y ait des normes sanitaires et des normes environnementales, pas pour nous-mêmes, mais pour protéger l'ensemble de la population, pour protéger les agriculteurs eux-mêmes d'ailleurs. Parce que quand vous utilisez un pesticide qui est dangereux pour la santé, les premières victimes de l'utilisation de ce pesticide, c'est d'abord les agriculteurs qui l'utilisent au quotidien. Et de la même manière, les normes environnementales, elles sont nécessaires parce que si on continue vers la dégradation, la destruction de la biodiversité, vers la crise climatique que l'on connaît aujourd'hui, c'est tout le monde qui va en payer le prix et les agriculteurs compris. Sauf que ce qui est inacceptable, c'est que d'un côté, vous ayez des normes pour les agriculteurs français en matière sanitaire, en matière environnementale, et que de l'autre côté, vous continuez à importer des produits qui viennent d'autres pays en Europe ou d'autres pays dans le monde, qui eux ne sont pas produits à ces mêmes conditions sanitaires ou environnementales. Et donc vous demandez aux agriculteurs français de faire des efforts, mais vous les mettez dans une situation de concurrence qui est une situation de concurrence déloyale. Et donc la deuxième mesure que nous proposons, c'est d'activer ce qu'on appelle la clause de sauvegarde. Ça a déjà été utilisé en France. Il s'agit de dire qu'on arrête d'importer un produit qui a été produit justement dans un autre pays du globe en utilisant par exemple un pesticide ou en ne respectant pas une norme sanitaire ou une norme environnementale qui est obligatoire en France. Ce type de disposition a déjà été appliqué en France. C'était le cas notamment en 2016 sur la cerise où on a arrêté d'importer des cerises qui étaient produites en utilisant un pesticide qui s'appelle le diméthoate et qui était interdit en France. On peut tout à fait le faire, on peut tout à fait l'appliquer, il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Le troisième sujet qui démontre là aussi la tartufferie et l'hypocrisie d'une grande partie des acteurs politiques, c'est celui des accords de libre-échange. De la même manière, si vous demandez aux agriculteurs français de faire des efforts, vous ne pouvez pas les mettre en compétition, en concurrence dans des accords de libre-échange où on supprime les douanes, où on supprime les règles d'entrée des produits sur le territoire national, ici avec la Nouvelle-Zélande, demain avec le Mercosur. Et les Insoumis, nous nous sommes toujours mobilisés contre la multiplication de ces accords de libre-échange. Et à chaque fois que nous avons eu l'opportunité de nous prononcer sur ces accords de libre-échange, nous les avons refusés, nous avons voté contre. Nous l'avons fait sur l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Nous l'avons fait sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Nous l'avons fait encore ces derniers jours au Parlement européen sur un nouvel accord de libre-échange avec le Chili. Et ceux qui viennent aujourd'hui vous dire, comme le Rassemblement national par exemple, qui vont à la rencontre des agriculteurs pour leur dire nous sommes de votre côté, à chaque fois, eux, les macronistes, les républicains, une grande partie des groupes sociodémocrates, à chaque fois ont voté en faveur de ces accords de libre-échange. Et donc il y a une hypocrisie qui doit cesser, qui doit être dénoncée. On ne peut pas seulement venir sur les plateaux de télévision et dire on est à vos côtés, on est d'accord avec vous quand on est responsable des votes, de la mise en œuvre de ces accords qui aggravent encore une fois la situation. Et donc la troisième proposition que nous mettons sur la table, c'est un moratoire immédiat, la fin de la signature de ces accords de libre-échange, qu'on arrête de signer de nouveaux accords de libre-échange qui mettent notre agriculture dans une situation de grande difficulté. Enfin, on sait que de nombreux agriculteurs sont dans une situation difficile parce qu'ils croulent sous les dettes, parce que vous avez des banques qui leur ont accordé des emprunts, parfois à des taux d'intérêt exorbitants, et les agriculteurs n'arrivent tout simplement pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à dégager, à générer suffisamment de ressources pour pouvoir vivre et donc, bien évidemment, pas suffisamment de ressources pour pouvoir rembourser les emprunts qu'ils ont contractés auprès de ces établissements bancaires. Et donc oui, il faut organiser la bifurcation écologique de notre agriculture. Donc il faut demander à nos agriculteurs de faire des efforts. Mais pour qu'ils puissent faire ces efforts, il faut aussi des plans d'annulation, des plans d'allègement des dettes qui ont été contractées pour dire on va supprimer une partie de votre dette en échange d'une conversion agricole de votre exploitation. Voilà par exemple 4 mesures immédiates qu'on pourrait mettre en place de manière extrêmement rapide pour répondre à l'urgence qui est posée par le mouvement des agriculteurs. En face de ça, le gouvernement promet des mesures qui sont des mesures totalement cosmétiques. Il refuse d'avoir des mesures structurelles qui posent sincèrement la question du partage de la richesse dans la chaîne de valeur de l'industrie agroalimentaire. Que ça ne soit plus cette situation inacceptable où vous avez au milieu des grands acteurs économiques qui s'en mettent plein les poches et que ça se fasse au détriment des producteurs d'un côté, au détriment des consommateurs de l'autre. Depuis plusieurs jours, le gouvernement ne fait strictement rien. Il ne répond pas à la colère qui est exprimée par les agriculteurs. Il faut qu'ils se réveillent.
Il faut qu'ils se bougent enfin. Il suffit pas seulement de dire on comprend la colère ou certains coups de sang sont légitimes, comme a dit Gérald Darmanin, dans une forme de deux poids deux mesures qui nous fait quand même sourire. Parce que oui, bien sûr, la colère des agriculteurs, elle est légitime aujourd'hui. Bien sûr, cette mobilisation, elle est légitime. Et bien sûr, les réponses qu'il faut y apporter, c'est des réponses politiques et certainement pas des réponses sécuritaires. Mais quand M. Darmanin a dit qu'on ne répond pas à la colère en envoyant des CRS, on aurait bien aimé qu'il s'en rappelle aussi. Au moment de la mobilisation des Gilets jaunes, où on a vu des dizaines de citoyens qui manifestaient tout simplement eux aussi pour pouvoir vivre dignement et qui se sont vus opposer des CRS, des flashballs. Pour certains ont été épargnés, pour certains ont été blessés. On aurait bien aimé avoir la même tolérance avec la mobilisation sociale au moment de la réforme contre les retraites, où des dizaines, des centaines de syndicalistes ont été poursuivis parce qu'ils menaient des actions de désobéissance, des actions de dénonciation d'une réforme qui était rejetée par une très grande partie de la population. On aurait bien aimé avoir la même compréhension de l'émotion et de la colère au moment des révoltes des quartiers populaires après la mort du jeune Naël. Des jeunes qui étaient tout simplement sortis dans la rue pour dire à quel point ça devenait insupportable et inacceptable l'impunité des crimes policiers, qu'il n'était pas acceptable qu'un jeune homme puisse mourir comme ça sous les balles d'un policier et qu'il fallait des réformes structurelles pour faire en sorte qu'on en finisse avec le racisme et les violences policières. À chaque fois, le gouvernement a manié la répression. Aujourd'hui, il dit que la colère est légitime et on s'en satisfait, bien évidemment. Mais maintenant, il ne suffit pas de dire qu'elle est légitime. Il faut répondre politiquement. Il faut apporter des réponses de fond aux problématiques qui sont portées par les agriculteurs et qui durent depuis maintenant trop longtemps. Le deuxième sujet de la semaine, c'est la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration. C'était attendu depuis plusieurs semaines maintenant. Et le Conseil constitutionnel, il a décidé de censurer quasiment la moitié du projet de loi immigration du gouvernement. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que les pires mesures, celles qui étaient les plus insupportables, comme le fait d'introduire la préférence nationale, de désavantager un travailleur étranger par rapport à un travailleur français, ce qui défavorisait bien sûr le travailleur étranger, mais qui à terme aurait défavorisé aussi le travailleur français, parce que l'on sait bien que si une partie des travailleurs perdent des droits, ensuite, c'est une manière de faire pression à la baisse sur les droits de l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient français ou qu'ils soient de nationalité étrangère. Le Conseil constitutionnel a censuré la mesure inique et abjecte sur la caution pour les étudiants étrangers. Bref, un certain nombre de dispositions qui étaient particulièrement inacceptables ont été censurées. Mais il reste dans le texte de loi du gouvernement des mesures tout à fait insupportables aussi. Par exemple, en introduisant une discrimination entre les mineurs français et les mineurs étrangers quand ils sont placés ou quand ils sont couverts par l'aide sociale à l'enfance. Par exemple, en rendant plus complexes les processus de régularisation, alors que vous avez aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, des travailleurs sans papier qui sont indispensables, qui occupent des fonctions vitales pour l'économie du pays et qui mériteraient tout simplement d'être régularisés, de pouvoir être considérés comme des travailleurs à part entière. Et là aussi, ça profiterait à l'ensemble des travailleurs, quelle que soit leur nationalité. Et donc, ce texte de loi, qui a été amputé de quasiment la moitié de son contenu, vous avez les députés macronistes qui disent qu'il est revenu à la version initiale, à celle qui avait été examinée à l'Assemblée nationale. Or, il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, cette version avait été rejetée par une majorité de députés. Et donc, le texte tel qu'il est issu du Conseil constitutionnel n'a aucune légitimité. Pour être promulgué, le président de la République devrait l'entendre et devrait retirer ce texte, devrait renoncer à ce mauvais texte. Il a déjà abîmé beaucoup la démocratie, il a déjà beaucoup abîmé la République en allant au bout de ce texte de loi sur l'immigration. Il est encore temps de corriger en retirant définitivement ce texte. Enfin, aujourd'hui, ce vendredi, il y avait une décision historique. C'est la décision, le verdict de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire rattaché à l'Organisation des Nations Unies. C'est la plus haute juridiction internationale et son avis est très important. La Cour internationale de justice, elle a été saisie par l'Afrique du Sud qui pointe la responsabilité d'Israël qui est signataire, comme l'Afrique du Sud, d'une convention sur la prévention et la répression des crimes de génocide. Et l'Afrique du Sud poursuivait Israël devant la Cour internationale de justice en disant que, en tant que signataire de cette convention, Israël devait mettre en place des mesures pour empêcher ou pour prévenir un risque de génocide par rapport aux événements qui se déroulent à Gaza aujourd'hui. Lorsque nous avions interrogé à l'Assemblée nationale le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, sur ce sujet, il avait dit qu'il était une faute morale de parler de crimes de génocide à propos de ce que faisait Israël aujourd'hui dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, la décision de la Cour internationale de justice, elle reconnaît qu'il existe à Gaza un risque grave de génocide. La Cour internationale de justice, elle enjoint, elle contraint, elle exige du gouvernement israélien
qui prennent des mesures immédiates pour que la situation d'énorme souffrance que vit aujourd'hui la population palestinienne à Gaza s'arrête immédiatement. Il doit prendre un certain nombre de mesures d'aide humanitaire, de mesures de poursuite d'un certain nombre de dirigeants israéliens qui ont dit et qui ont tenu des propos très clairs qui caractérisent un risque génocidaire. Et c'est une décision qui est une décision très importante. Elle a valeur contraignante pour l'ensemble des États qui reconnaissent la légitimité de la Cour internationale de justice, qui sont partie prenante de cette convention internationale sur le génocide et qui ne peuvent pas laisser cette situation continuer à s'aggraver sans réagir. Alors il se trouve que la France, depuis quelques jours, préside le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et donc a la possibilité, et elle doit dans les plus brefs délais, déposer une proposition de résolution pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza, pour que les bombes arrêtent de frapper les civils palestiniens qui sont près de 30 000 à avoir été tués sous les bombes de l'armée israélienne à Gaza. La France doit agir à l'échelle internationale à travers la position qu'elle occupe au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Elle peut agir à l'échelle européenne ou à l'échelle française en prenant des sanctions à l'égard du gouvernement israélien. Elle peut agir aussi à l'échelle symbolique en reconnaissant enfin officiellement l'État de Palestine comme le font une majorité des États dans le monde. Voilà ce que la France doit faire immédiatement si elle veut respecter la parole qui est la sienne, si elle veut respecter la signature qui est la sienne de cette convention sur la prévention des risques de génocide. Et M. Séjourné devrait maintenant clarifier les intentions de la France, qui ne peut pas se mettre à distance de ce qui sont les instances officielles aujourd'hui qui régissent le droit international. La Cour internationale de justice en fait partie. Et si la France devait être amenée à prendre ses distances avec cette décision, ce serait une rupture extrêmement grave, parce que la France doit être un acteur du droit international et c'est le droit international qui doit être notre boussole. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve en début de semaine prochaine puisque mardi, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Il y a peu de surprises parce qu'Emmanuel Macron, en quelque sorte, a déjà prononcé ce discours à sa place il y a quelques jours. Et comme M. Attal ne veut pas se soumettre à un vote de confiance de l'Assemblée nationale, nous déposerons une motion de censure et ça sera la semaine prochaine où nous pourrons proposer à l'ensemble des députés de censurer enfin ce gouvernement qui a déjà fait beaucoup trop de mal au pays. Voilà, bon courage dans la lutte. On se retrouve prochainement pour un nouveau Manu refait l'actu. Bye bye.